Il est 16h45, soyez les bienvenus dans le grand dossier. The storm is coming. La tempête arrive, avertit Donald Trump. Rien ne pourra empêcher ce qui vient. Cette fois, nous sommes bien au-delà des mots. Tout s'accélère ce soir. Un plan d'action militaire est présenté à la Maison-Blanche au président américain par l'amiral Brad Cooper. La dernière fois que le commandant du CENTCOM, cet homme, a fait un briefing similaire, c'était le 26 février et 2 jours plus tard, États-Unis et Israël lançaient la guerre contre l'Iran. C'est dire que cette réunion est capitale ce soir. Le CENTCOM prépare une vague de frappe courte et puissante, nous dit-on, pour faire céder l'Iran une fois pour toutes. Nous verrons quelles cibles seront présentées à Donald Trump. Parmi les options, la prise de contrôle d'une partie du détroit d'Ormuz, une opération qui pourrait impliquer des troupes au sol pour achever le régime. Le CENTCOM réclame au Pentagone une arme d'une portée supérieure, le planeur hypersonique Dark Eagle, un aigle noir qui déchire le ciel. La portée de ce super missile dépasserait les 3000 km. Les stratèges militaires américains envisagent également la possibilité que l'Iran frappe en premier. Les bases américaines dans la région pourraient être visées. Et c'est dans ce contexte que le guide suprême, Mojtaba Khamenei, choisit de sortir du silence aujourd'hui pour menacer. Les Américains ont subi une défaite honteuse. Un nouveau chapitre s'ouvre. Poutine a beau avoir mis en garde Trump hier soir contre les conséquences dommageables d'une nouvelle attaque américaine. La reprise de la guerre semble inévitable. Nous partirons aux États-Unis, nous partirons en Iran, nous partirons en Russie, retrouver toutes nos équipes pour vous faire vivre ce qui se passe sur le terrain en temps réel. Trump, l'opération pour anéantir le régime iranien, c'est le thème du grand dossier ce soir. Partons à Washington pour retrouver notre correspondante pour TF1 LCI à la Maison-Blanche, Sonia Dridi. Bonsoir Sonia, un plan d'action militaire est présenté ce soir à Trump. Oui, selon Axios, Donald Trump va être briefé aujourd'hui sur de nouvelles options militaires par l'amiral Cooper, qui est le chef du CENTCOM, le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Toujours selon Axios, le CENTCOM prépare un plan pour une vague de frappe courte et puissante contre l'Iran, ciblant probablement des infrastructures. Donc ce briefing montre que Donald Trump considère toujours une reprise des hostilités avec l'Iran. Il a dans les prochaines heures plusieurs réunions dans le bureau ovale dont vous pouvez voir l'une des entrées derrière moi, et donc il pourrait se décider dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donald Trump qui a déclaré hier également à Axios qu'il pensait que le blocus naval américain était plus efficace que les bombardements. Il a aussi dit que ce blocus était selon lui une idée de génie. Merci beaucoup Sonia Dridi, correspondante pour TF1 LCI à la Maison-Blanche à Washington, pour décrypter, comprendre ce qui se joue. J'ai le plaisir d'accueillir dans le grand dossier le général Dominique Delord. Bonsoir général. Ancien chef du centre opérationnel interarmé. Guillaume Roquette, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Samantha de Benderne, bonsoir. Bonsoir. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs et ancien officier politique de l'OTAN. Et Xavier Giacomini, bonsoir, grand reporter au service international de LCI. The storm is coming. Donald Trump prévient, la tempête arrive et rien ne pourra empêcher ce qui vient. Ce soir, tout s'accélère. Un plan d'action militaire est présenté au président américain à la Maison-Blanche par l'amiral Brad Cooper. La dernière fois que l'amiral Cooper, cet homme, le commandant du CENTCOM, avait fait un briefing similaire, c'était le 26 février. Et 2 jours après, États-Unis et Israël déclenchaient la guerre contre l'Iran. C'est dire. Xavier, Donald Trump est-il prêt à asséner le coup fatal à l'Iran ? Il est prêt, il aimerait bien le faire. Est-ce qu'il va le faire ? Ça, c'est une autre question à laquelle j'aurais bien du mal à répondre. Ce serait un peu de la prévision, de l'art divinatoire dans lequel je vais pas me lancer. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il est extrêmement satisfait de la manière dont se déroule le blocus. Il pense qu'avec ce blocus, il a peut-être trouvé la solution pour faire plier l'Iran. Et si on rajoute là-dessus un coup de pression militaire en exhibant des armes extraordinaires, comme celle dont vous parliez tout à l'heure, Dark Eagle, missile hypersonique qui ne serait pas éventuellement d'un très grand
grand intérêt pour le moment, en disant qu'on va envoyer peut-être un autre porte-avions, un 4e, même s'il y en a un qui va partir, l'Eisenhower, qui sort de carénage et qui va se préparer, mais qui pourra pas être là avant plusieurs mois. Et puis pour les Américains, qu'est-ce qui se passe s'ils rompent le cessez-le-feu, qui tient pour le moment, à la surprise générale en fait. Est-ce que les Iraniens ne vont pas en profiter pour une sorte de baroud d'honneur et infliger des dommages extrêmement graves à tous les alliés du Golfe? Évidemment, ce ne sont pas les États-Unis qui vont prendre en pleine face ces dommages, mais pour la production pétrolière entre autres, mais on parle ici souvent aussi des engrais pour l'économie mondiale, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer pour les Américains, donc c'est pas certain qu'ils remettent une salve de bombardement pour le moment. Samantha. Écoutez, moi je pense qu'ils vont faire quelque chose. Je n'ai pas non plus envie de me lancer dans les arts divinatoires parce que c'est très très compliqué. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de la Maison Blanche. Mais surtout avec un président américain aussi imprévisible. Oui, mais les pourparlers ne vont nulle part. C'est mort. Trump lui-même dit qu'il ne sait même pas avec qui parler. Mojtaba Khamenei semble en tout cas vouloir donner l'illusion que c'est lui qui reprend un peu les commandes. Ce qui sort de Téhéran serait que c'est vraiment les plus durs des durs qui sont aujourd'hui ceux qui ont le contrôle, et ce sont eux donc qui n'ont pas envie d'avoir non plus un dialogue avec les États-Unis. Donc on sent ce durcissement du côté iranien. Du côté des Américains, il y a cette démonstration de force. Alors, qu'est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire? Ça, c'est une vraie question. Xavier a mentionné donc ce 4e porte-avions qui est en route vers le Golfe, alors que le fort de cet autre porte-avions rentre aux États-Unis parce qu'il a besoin de maintenance. Ce 4e porte-avions était en maintenance, mais il est sorti plus tôt parce que la version officielle, c'était que finalement la maintenance était terminée plus tôt que prévu. Langage Navy, ça veut dire nous en avons besoin, donc nous allons le mettre en état de navigation plus rapidement qu'on aurait dû le faire. Donc voilà, la question est de se poser que peuvent faire les États-Unis. Si vous me permettez juste une toute petite chose, il y a un groupe de journalistes anglais du Daily Telegraph qui sont allés dans le détroit d'Ormuz, dans des petits navires, et qui ont observé ce qui se passait. Ils ont dit il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de petits bateaux. Certains sont des petits bateaux de pêche, d'autres sont des bateaux qui sont en train de déposer des mines, mais qui ressemblent à des bateaux de pêche. Que se débarrasser de cet essaim de tout petits bateaux serait extrêmement difficile, surtout qu'ils ont le soutien de la population des deux côtés de la rive, de l'endroit le plus serré du détroit, parce que les gens dépendent de ces petits bateaux, non seulement pour la pêche, mais pour le commerce illicite de pétrole. Oui, le président américain, bien conscient du caractère risqué d'une nouvelle opération américaine, opération militaire. Alors, quelles sont les cibles envisagées par le CENTCOM? C'est ce que nous allons voir avec vous, Général Delors. Cartes et images à l'appui. On rappelle à nos téléspectateurs, à nos éditeurs, que quand les États-Unis ont lancé leur première campagne de frappe contre l'Iran fin février, le Pentagone nous dit qu'au total, plus de 13 000 cibles ont été frappées, les cibles iraniennes. Et regardez, nous avons représenté en rouge toutes les cibles qui ont été choisies par les Américains. Alors il y a forcément des plus grosses cibles. On se souvient de Téhéran, de Ispahan pour viser des sites nucléaires. On a aussi la ville de Shiraz qui accueille un très très grand complexe militaire de fabrication de drones et de radars. Les États-Unis, à l'époque, ont bien expliqué que seuls les sites et infrastructures militaires ont été frappés à l'époque. Alors, quelles pourraient être, Général, les nouvelles cibles dans un plan d'attaque, le plan d'attaque qui est présenté ce soir au Pentagone? Le Pentagone parle désormais de cibler des infrastructures énergétique, et dans le viseur de Washington, l'île de Karg, lieu hautement stratégique de l'Iran. On vous en a déjà beaucoup parlé, centre névralgique car il permet d'exporter évidemment du pétrole. L'île de Karg qui a déjà été frappée 2 fois mi-mars et début avril. Général, comment pourrait se dessiner une nouvelle attaque contre l'île de Karg? Alors, d'abord, dans cette hypothèse, parce que c'est une hypothèse, l'effort militaire est possible, très puissant, on y reviendra. Par contre, c'est très risqué. On verra pourquoi d'ailleurs. Et puis, on n'est pas certain non plus du résultat politique à la fin.
C'est-à-dire qu'on peut casser énormément de choses sans obtenir un effet sur le régime lui-même. Ah, c'est pas garanti par l'action militaire, du moins telle qu'elle est conçue. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment tout ce qui a été fait auparavant. Et qu'est-ce que l'on veut faire ? On veut faire un choc vraiment significatif sur l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, revoir dans le ciblage qui a été fait, tous les points rouges que vous avez montrés tout à l'heure, eh bien, regarder ce qui a été correctement traité, ce qui ne l'a pas été. Correctement ou suffisamment. Donc ceux-là, on les réinscrit. Ils ont le droit à un deuxième passage. Donc ça, c'est des cibles, disons, des cibles plutôt militaires et des cibles politiques. Donc des sites de lancement de missiles. Là, comme les bases aériennes, les bases aériennes. Les bases aériennes ont dû être traitées, et puis parfois peut-être d'autres centres de communication, des centres de commandement. Tout ça, ce qui a pu être détecté, reciblé, remis dans les cibles. Ça, c'est du conventionnel en tant que cible. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait remettre, si je puis dire, une deuxième couche. On remet une deuxième couche, j'en ai pas sûr. Là où ils ont commencé à recreuser dans les montagnes pour sortir des voies d'accès. Alors, on peut retraiter ça aussi, ça c'est important. Sachant que, on va y venir, sachant qu'il y a évidemment tout ce qu'il y a sur les porte-avions, mais il y a aussi tout ce qui est ailleurs. Ce que j'appelle tout ce qui est ailleurs, c'est-à-dire les B-52, les B-2, les B-1. C'est-à-dire que vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Sachant aussi que tout en faisant ça, il va falloir protéger au maximum les pays arabes. Protéger les pays arabes contre les nuées de drones, contre également, évidemment, un certain nombre de tirs balistiques, donc ça va engager un certain nombre de moyens supplémentaires. Donc il va falloir y penser. D'autre part, je pense que, ça c'est une supposition, mais je pense qu'elle ne doit pas être éloignée, il y a quand même des messages via les Pakistanais qui sont passés, et notamment dans l'hypothèse ou d'une reprise des actions, il a dû être passé le message aux Iraniens que s'ils frappent à nouveau les installations pétrolières, des pays arabes, eh bien, il y aura des frappes très fortes qui sont prévues. Alors, vous montriez à l'instant l'île de Karg. Oui, c'est ça, des frappes qui ont été faites mi-mars. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'île de Karg parce que c'est la plus grosse station-service de l'Iran. C'est là où ils sont capables de charger du pétrole, de charger du gaz, etc. Alors, elle a déjà eu un petit traitement préalable au plan militaire. Il faudra sans doute repasser quelque chose là-dessus, parce que les Iraniens ont dû faire un certain nombre de rénovations de leur système, mais il y a surtout les installations. Alors les installations, il y a la zone industrielle, il y a la zone de traitement, zone de traitement, et puis il y a la zone de réservoir et de stockage, et les embarquements, les trois zones d'embarquement. Là, on peut découper. Je veux dire, alors ça ne peut pas se faire instantanément, parce que vous savez, dans l'attaque qui va durer un certain nombre d'heures, il y a une observation de son adversaire. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'occuper de traiter les dernières défenses aériennes, de traiter ce que j'ai dit en termes d'objectifs politiques et militaires, et on va voir si les Iraniens commencent déjà à envoyer des missiles en direction des sites du monde arabe, des sites pétroliers. Et dans cette hypothèse est prévu de frapper immédiatement des centres qui font très très mal, et notamment ceux, alors, sur mais ça c'est très intéressant, ça veut dire que les Américains organiseraient une première salve de frappe sur des sites, des zones particulières de l'île de Karg, et en fonction de la réaction des Iraniens, ils pourraient en lancer d'autres encore plus puissantes. Pour avancer, général, je voudrais aussi qu'on parle d'un autre plan qui devrait être présenté à Trump, c'est la prise de contrôle d'une partie du détroit d'Ormuz pour libérer ce couloir stratégique où évidemment tout se joue, cette guerre elle se joue dans le détroit d'Ormuz. Une telle opération pourrait impliquer des forces terrestres, autrement dit des troupes au sol. Général, quelle serait leur mission ? Alors, vous savez, l'île de Kesh, elle est très grande. L'île de Kesh, mais oui, ça fait la à plus peu grande près à la taille de la Martinique quand même. C'est très grand, même plus grand que la Martinique. Donc c'est quand même une très grande île. Par contre, il y a un certain nombre de points intéressants dans la petite tombe, grande tombe, et puis celle-là, dont le nom n'est pas inscrit, qui sont théoriquement des propriétés des Émirats. Ça a été occupé même dès avant l'arrivée du régime islamiste, voire du temps du Shah, ça avait été occupé, mais théoriquement, ça appartient aux Émirats arabes unis. Alors ça, c'est des points intéressants qui seraient, à mon avis, pas très, très difficiles de conquérir, mais qui seraient intéressants pour contrôler tout le secteur, justement, qui mène dans les couloirs de passage, qui mènent en direction de l'île de Kesh et plus haut, en direction de l'arc.
Donc ça, c'est possible. Un débarquement plus important, ça me paraît hautement risqué. C'est toujours le problème. Hein. Quand le chef militaire présente au chef politique, il lui dit les risques. Si on imaginait un débarquement dans une île plus importante, ça veut dire plus de moyens engagés et évidemment des risques de pertes plus importantes parce que la valeur absolue pour l'adversaire du site est plus importante. S'il perd quelques îlots, il va être très embêté, mais d'abord il aurait beaucoup de peine à les défendre et même à contre-attaquer sur ce secteur-là, ce qui ne serait pas le cas sur des grandes îles comme ça, qui nécessiterait l'engagement de plusieurs milliers d'hommes. Donc on voit bien que là, je veux dire, dans l'option militaire qui est présentée au président, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chefs militaires qui disent « Allons-y, monsieur le président, je vous garantis le succès ». Non, je ne vous garantis pas. Sur ce point très intéressant, général, on poursuit ce débat en plateau. Je me tourne vers vous, Guillaume Roquette. On voit bien que Donald Trump se retrouve face au scénario qu'il voulait éviter, retourner dans une guerre avec la possibilité de sacrifier des soldats sur le terrain. Vous, qu'est-ce que vous comprenez quand vous entendez Donald Trump dire, le CENTCOM annoncer par la voix de la presse américaine très bien informée, que le président américain réfléchit à des frappes courtes et puissantes. Comme vous, sans doute, j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que vous l'annonciez au début de l'émission, il y a à la fois ce plan du CENTCOM et puis ces déclarations de Trump qui dit, à mon avis à juste titre, que le blocus est plus efficace que les bombardements. Alors, pourquoi bombarder ? Évidemment, il y a l'hypothèse évoquée par Samantha de Bendern, ce serait pour remettre la pression sur les Iraniens, pour qu'ils négocient davantage, mais jusqu'à présent, ça n'a servi à rien. Il y a eu plus de 10 000 frappes, et le moins qu'on puisse dire est que ça n'a pas incité les Iraniens à se montrer coopératifs dans une discussion. Donc, il me semble qu'il faut aller plus fort. Et effectivement, l'île de Khark, c'est stratégique. Ce serait un franchissement d'un seuil stratégique, comme disent les géopoliticiens. C'est-à-dire que pour l'instant, les Américains, ils ont tapé sur l'aéroport, ils ont tapé sur les casernes qui sont là, le centre de commandement, mais ils n'ont pas atteint les infrastructures pétrolières. Parce que jusqu'à présent, on avait le sentiment que Trump disait ce qu'il faut, c'est faire sauter le régime pour pouvoir refaire du business avec les Iraniens, pour pouvoir être à nouveau dans une logique économique. Éliminer les infrastructures pétrolières, ça veut dire détruire l'Iran, mais même dans ses fondements, dans ce qui fait son économie. Ce serait comme frapper des infrastructures civiles. Donc, j'espère que les Américains vont pas faire ça, parce que sinon, à mon avis, ça change la nature de cette guerre, et puis surtout, ça brise le cessez-le-feu qui tient, Xavier le rappelait, depuis le 8 avril, ça fait 3 semaines. Et à mon avis, les Américains n'ont pas tout essayé en matière de discussion. Donc, c'est un peu peut-être là la politique du pire, où les militaires qui veulent reprendre la main en disant on va cogner plus fort et vous allez voir, ça va aller mieux. Jusqu'à présent, ça n'a pas été prouvé dans les faits. C'est vrai qu'il y a une pression de ceux qu'on appelle les faucons qui tiennent à organiser une riposte militaire. Xavier, qu'est-ce que ça veut dire concrètement des frappes courtes et puissantes ? On parle de jours, d'heures, de semaines ? On parle de quelques jours, à mon avis, sur des cibles parfaitement identifiées et dont on pense qu'elles vont faire basculer le conflit. Parce qu'effectivement, comme le disait Samantha tout à l'heure, le conflit, pour le moment, les deux camps sont quasi à égalité. D'ailleurs, vous avez remarqué, les deux camps proclament la victoire. Oui. Les Iraniens, parce qu'ils ont résisté aux Américains, et c'est vrai que c'était pas forcément gagné d'avance, et les Américains, parce qu'ils ont mené cette campagne de bombardement extrêmement impressionnante, mais au résultat dont on a du mal à voir l'efficacité. La meilleure preuve, c'est que le régime n'a pas cédé et ne s'est pas assis à la table des négociations pour annoncer sa capitulation en rendant tout son stock d'uranium enrichi. Donc on peut, l'île de Khark, c'est intéressant. Après, il y a à mon sens, 2 soucis extrêmement graves. C'est le danger de marée noire dans le Golfe Persique, qui pourrait être dramatique, et en termes d'image pour les États-Unis, ce serait sans doute assez difficile à gérer malgré tout. Et puis il y a les répliques sur les installations pétrolières du Golfe. On sait déjà, par exemple, que le gaz naturel liquéfié ne sort plus du Qatar. C'est un énorme problème pour l'économie mondiale, et c'est évidemment un énorme problème pour le Qatar. On sait que beaucoup d'installations pétrolifères ont été endommagées
endommagé. Je pense par exemple à un endroit où je suis allé, qui est le terminal pétrolier de Fujairah, aux Émirats Arabes Unis. Ce terminal, il a une particularité, c'est qu'il est sur le golfe d'Oman. Il n'est donc pas concerné par le détroit d'Ormuz. En prime, il y a un pipeline qui achemine une partie du pétrole émirati jusqu'à ce port. Si jamais il y a à nouveau des frappes sur ces installations pétrolières, les Émirats ne pourront à nouveau plus exporter leur pétrole. Donc vous voyez, les enjeux sont extrêmement graves et avant même de toucher des sites sensibles stratégiques, les Américains devraient tenter d'annihiler tous les lanceurs de missiles qui restent encore aux Iraniens. Or, on sait qu'ils sont particulièrement bien camouflés, à tel point que beaucoup ont survécu à la première vague de bombardement et qu'on a eu hier, vous avez vu ces photos où les Iraniens commencent à les remettre en état et à se préparer au cas où. Samantha, que dit l'ex-officier politique de l'OTAN ? Je crois que Xavier a vraiment très bien illustré la difficulté de savoir où peut aller cette guerre. D'abord, que veulent les États-Unis aujourd'hui ? Est-ce que cette guerre aujourd'hui elle est menée principalement pour ouvrir le détroit d'Ormuz, qui n'était pas fermé avant le début de la guerre? Est-ce que c'est une guerre pour que le régime tombe? Est-ce que c'est une guerre pour tuer le programme nucléaire iranien? Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc on voit cette démonstration de force qui est en train d'être préparée par les États-Unis. En même temps, on sent des deux côtés un désir de ne pas couper ce cessez-le-feu. Il a duré 3 semaines. C'est quand même énorme. Il aura duré presque aussi longtemps que la étonnant, moitié. Oui, c'est presque autant que la moitié de la guerre. Donc c'est vraiment c'est étonnant. Mais moi, je sens que les deux côtés, maintenant, ont envie, on sent une fébrilité. Alors, c'est pas forcément les militaires qui veulent moins mon expérience pour avoir travaillé avec des militaires, et je parle sous votre contrôle général, c'est que les militaires sont les derniers qui veulent la guerre, parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Ils savent que ça veut dire que de perdre des hommes, ils savent que ça veut dire que d'engager tout un équipement qui coûte cher. Ce sont les politiciens qui, parfois, oblige les militaires à faire une guerre qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Beaucoup des échos qui sortent de la Maison-Blanche, c'est que... Pete Hegseth, lui, il n'était pas du tout pour l'intervention en Iran. C'est un politique. Justement, c'est un politique. Et donc c'est un politique qui ne voulait pas Trump, voilà, intervenir en Iran. Voilà, donc il faut quand même remarquer le nombre de militaires de haut niveau qui ont été soit limogés, soit qui sont partis. Je pense à Randy George, donc le commandant en chef des forces terrestres. Je pense j'ai oublié son nom, le commandant en chef de la Navy qui a été limogé il y a une semaine. Les militaires sont visiblement inquiets des plans de Donald Trump et de Pete Hegseth dans la région. S'ils sont inquiets, c'est qu'ils ont peut-être raison d'être inquiets aussi. Oui. Et donc, est-ce qu'on va voir des troupes au sol embarquées dans une mission qui aura comme résultat de renvoyer des cercueils américains aux États-Unis? Il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que les Iraniens se préparent à cette guerre depuis des décennies. Et ils ont observé ce que les Américains ont fait en Irak, en Libye, en Afghanistan. Ils sont prêts. Les Américains sont gouvernés par un président qui est très impatient, qui a envie que les choses se fassent vite et qui n'est pas forcément celui qui est le plus préparé au genre de guerre auquel les Iraniens se préparent depuis longtemps. Le président américain, vous l'avez dit, est plutôt impatient et il est désormais bien décidé à finir le travail qu'il avait commencé. Nous avons neutralisé leur marine, nous avons neutralisé leur armée de l'air, nous avons neutralisé l'ensemble de leur flotte aérienne. Tout ce qui était opérationnel, tout ce qu'ils possédaient, leur radar, il ne leur reste presque plus rien. Ils ont un petit pourcentage d'installations de fabrication de missiles. Nous en avons détruit environ 80%. Le reste pourrait être détruit très rapidement si nous ne parvenons pas à un accord. Général, en quoi de nouveaux raids prévus par le plan d'action militaire présenté aujourd'hui par le CENTCOM à Trump seraient plus douloureux, plus violents que les précédents? Alors une remarque quand même générale d'abord, c'est que la puissance aérienne américaine est indiscutable. Les effets peuvent être dévastateurs. Pire que ce qu'on a vu, observé lors du mois effectif de guerre. Néanmoins, ça n'amène jamais la décision
c'est-à-dire la décision, c'est-à-dire l'effondrement de l'adversaire. C'est une constante depuis qu'on a la force aérienne. Elle a été utilisée à chaque fois. On se retrouve devant le fait que si c'est pas couplé par une action à terre, pas nécessairement, alors là, pour l'Iran, on sait la prévention, les Américains n'ont pas du tout envie de s'engager de manière massive en Iran, à terre. C'est pas l'Irak ou l'Afghanistan ou ailleurs. Donc c'est pas eux. Mais disons que s'il n'y a pas un mouvement interne en Iran, on n'arrivera pas à décision. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, les chefs militaires sont capables d'appliquer la plus grande puissance sans obtenir des résultats. Alors, en quoi ça peut être plus dévastateur ? C'est-à-dire, j'ai évoqué tout à l'heure l'emploi beaucoup plus important de B-52, de B-1, de B-2, c'est-à-dire des gros avions bombardiers stratégiques, furtifs, capables d'emmener des bombes extrêmement lourdes, la capacité à renouveler. Donc là, la force elle-même est toujours là, elle est même plus importante. Et il y a bien sûr, en plus, les équipages sont entraînés, les dossiers de site sont à jour, tout est prêt. Il y a une période optimale en ce moment, avant les vents les plus chauds, puisque ça joue aussi la météo, sur les équipements, sur les personnels, sur l'usure des troupes, etc. Donc c'est un moment favorable en ce moment. C'est un moment favorable. Néanmoins, une fois qu'on a tapé très très fort, s'il ne se passe rien à terre, les survivants vont rester dans leur trou en disant nous on est toujours là. Donc c'est bien ce qui peut lui arriver, et avoir toujours des islamistes qui n'ont pas du tout envie. À partir du moment où on ne vient pas les chercher, ils restent dans leur Reichstag effondré, et il n'y a pas l'armée rouge pour venir les sortir à la fourchette. Je précise, général, que pendant ce temps, la France se prépare à la guerre. Emmanuel Macron est dans la Marne, écoutons-le. Monsieur le maire, monsieur le chef d'état-major de l'armée de terre, messieurs les maires, officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et soldats de l'armée de terre. Je vais vous dire la fierté qui est la mienne d'être devant vous aujourd'hui. Et avant de vous dire quelques mots, honorer la mémoire de vos frères d'armes, le major Frion, l'adjudant Montorio et le sergent Girardin, morts pour la France, morts au combat en Irak et au Liban. En leur hommage, je vous propose de respecter dès à présent 1 minute de silence. Repos. Merci. Pour nos morts, pour leurs familles. Et j'ai une pensée aussi pour nos blessés. Je sais que leur combat est difficile et douloureux. Notre présence aujourd'hui est aussi en reconnaissance de cela. Malgré la gravité de ces mots, de ces moments, je veux ici vous dire la fierté qui est la mienne et celle de la ministre des Armées, du SEMA, du CEMAT et des généraux qui m'accompagnent, d'être à vos côtés pour la conclusion de l'exercice Orion, qui s'affirme comme un succès et un signal clair envoyé tout à la fois à nos alliés et à nos adversaires. Il y a 1 an, jour pour jour, j'étais déjà au sein de l'armée de terre, sous le soleil d'Aubagne, pour assister à la cérémonie de commémoration des combats de Cameroun et remettre des certificats de nationalité à 3 légionnaires devenus français. Le cadre a radicalement changé, mais être à vos côtés aujourd'hui, c'est réaffirmer la force de notre armée de terre, l'esprit de corps et ce sens du collectif. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est
une armée qui avance, qui se transforme, qui se modernise, qui est agrégée, qui est là pour répondre aux défis contemporains qui sont les nôtres. Et c'est pourquoi cet exercice est si important et vous pouvez être fiers d'y avoir contribué. Notre armée de terre s'est profondément modernisée comme toutes nos armées ces dernières années. J'ai pu voir à vos côtés les derniers équipements que vous avez touchés ont continué de se déployer conformément aux lois de programmation militaire successives et à la surmarche qui est en train d'être négociée. C'était une nécessité. Et donc l'armée avance, innove, adopte ces nouveaux équipements, les transforme, innove elle-même, je l'ai vu aussi. Ensuite, nous avons vu le défi d'une nécessité pour les Européens de prendre davantage en charge leur défense. Et donc, de consolider cette interopérabilité qu'apporte l'OTAN, mais de réussir à agréger autour de nous, avec nous, d'autres armées européennes. Je veux ici saluer nos partenaires européens présents à nos côtés. Nos amis britanniques et allemands intégrés au sein du commandement. Et je salue nos frères d'armes espagnols, grecs, italiens, polonais qui ont aussi contribué à cet exercice. Merci d'être avec nous ce soir. Votre présence incarne la force dont l'Europe est capable. Et en effet, à chaque fois ces derniers mois que nous avons conçu des missions importantes pour la sécurité des Européens, nous avons pensé la capacité à planifier, la capacité à assurer un commandement et déploiement de telles opérations, et nous avons pensé évidemment des déploiements conjoints. C'est le sens même de la coalition des volontaires que nous sommes en train d'organiser pour les garanties de sécurité en Ukraine. Elles sont sous commandement franco-britannique. Et cet exercice Orion a permis de tester la robustesse de nombre de ces approches et nous a permis de conforter à la fois ce qui a été pensé et voulu, et je vous en remercie pour le commandement, et également la capacité des Européens à agir ensemble. Cet exercice nous a montré la crédibilité qu'ont les Européens à pouvoir déployer ensemble une opération de cette ampleur, et la France à être une nation cadre dans ce contexte. C'est à mes yeux un message très clair qui est envoyé à nos partenaires ukrainiens qui nous attendent sur ce registre et à tous nos frères d'armes européens qui savent pouvoir s'agréger à de telles missions et travailler à nos côtés. Je suis là aujourd'hui pour vous dire de continuer à vous battre pour faire de la France une puissance reconnue par ses alliés et redoutée par ses ennemis. Elle illustre chaque jour à quel point notre environnement international se brutalise, cette actualité que nous vivons, et nous avons raison de continuer de nous adapter à la menace. Mais le dernier mot que j'aurai, en étant à vos côtés aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il y a la modernisation en cours, nos lois de programmation militaire, il y a ce que nous allons continuer de faire. Évidemment, il y a une France qui est au cœur de l'Europe avec ses partenaires, agrège, consolide et sait bâtir une Europe de la défense crédible pour sa sécurité, la sécurité de ses partenaires de défense et répondre aux défis contemporains. Mais derrière tout cela, il y a notre force d'âme, les femmes et les hommes qui font nos armées. Et l'importance d'un exercice comme celui que vous venez de vivre, c'est aussi de la solidifier. Et l'importance d'un exercice comme celui qui vient d'être organisé, c'est de tester la robustesse de notre capacité à résister dans tous les domaines du jeu, y compris la partie civile, y compris en engageant, comme vous l'avez fait durant cet exercice, d'autres ministères. La capacité aussi que nous aurons à intégrer les réservistes, et nous avons renforcé cela, et le service national dans quelques semaines. Mais n'oubliez jamais cela. C'est vous qui tenez notre capacité d'engagement, notre efficacité au combat, notre capacité de résistance. Et à la fin, la victoire. Aucun équipement ne le fera à votre place.
frères d'armes ukrainiens que vous avez eu l'honneur de former, ici même, le démontrent chaque jour. En février 2022, il y avait peu d'experts pour expliquer qu'ils allaient résister. C'est par leur force d'âme qu'ils ont tenu. C'est par leur force d'âme qu'ils ont innové. C'est par leur force d'âme qu'ils ont, pied à pied, su tenir leur territoire. C'est un exemple qui doit continuer de nous inspirer. Je sais une chose, par l'honneur qui m'est fait depuis bientôt 9 ans d'être là où je suis, c'est que cette force-là, nous l'avons. Et nul ne nous l'enlèvera. Soyez fiers de cela. Comme en tout cas je suis fier d'être à votre tête. Car c'est cette force-là qui est la plus importante dans les moments que nous sommes en train de vivre. Je suis éminemment fier de notre armée de terre, de nos armées, de l'ensemble des frères d'armes ici rassemblés. Et je mesure la révolution du combat terrestre qui se joue aujourd'hui, toutes les transformations que vous avez conduites et celles qui continueront. Je suis fier de l'exercice que vous venez de conduire et je vous en remercie. Mais je suis surtout fier des Françaises et des Français engagés que vous êtes et de cette force-là qui continuera de nous tenir. Vive la République! Vive la France! Les mots d'Emmanuel Macron à l'heure où Donald Trump se prépare à repartir en guerre contre l'Iran. La France se prépare à la guerre et a organisé des exercices Orion de haute intensité auxquels le président a assisté. Orion a permis de tester notre robustesse. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Nos armées se sont profondément modernisées, a dit Emmanuel Macron, pour faire de la France une puissance redoutée par ses ennemis. Un message adressé au monde. À l'heure où ce soir, Donald Trump se voit présenter un plan d'attaque contre l'Iran par le CENTCOM. Vous êtes bien devant le grand dossier ce soir. La tension n'a jamais été aussi forte. Le monde entier retient son souffle. Un grand dossier intitulé ce soir « Trump, l'opération pour anéantir le régime iranien ». Un plan d'action militaire est présenté par un homme ce soir, l'amiral Brad Cooper. La dernière fois, le commandant du CENTCOM avait fait un briefing le 26 février et 2 jours après, États-Unis et Israël partaient en guerre contre l'Iran. C'est dire l'importance de cette réunion au sommet ce soir. Une réunion que le monde entier a en tête et bien sûr Emmanuel Macron qui vient de prendre la parole pour décrypter ce qui se joue sous nos yeux ce soir aux États-Unis et en Iran. À mes côtés, le général Dominique Delors, ancien chef du centre opérationnel interarmé, Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Xavier de Giacomoni, grand reporter au service international de LCI, Samantha de Bendern, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs et ancien officier politique de l'OTAN, et nous a rejoint Mohamed Sifawi, bonsoir, spécialiste des mouvements islamistes, auteur de Hezbollah, le Hezbollah allié des Mollahs, de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour aux éditions du Rocher. Et Xavier Titelman, ex-aviateur militaire, nous rejoindra dans quelques instants. Une question, Mohamed Sifawi, à l'heure où Donald Trump se prépare à repartir en guerre, le régime iranien avertit les Américains, nous répondrons aux opérations israélo-américaines par des coups longs et douloureux. Dans ce face-à-face, les Iraniens, ils se préparent depuis bien longtemps.
Ils se préparent depuis 1979, je dirais. Ils sont toujours préparés, sans interruption. C'est une logique qui est connue, mais ce qui m'étonne depuis maintenant quelques mois, c'est de ne pas voir dans les différents commentaires, notamment des responsables politiques, y compris aux États-Unis, le fait qu'il est nécessaire, de mon point de vue, de décrire la nature totalitaire de ce régime. Or, l'histoire récente nous enseigne qu'un totalitarisme n'abdique jamais, sinon lorsqu'il est écrasé militairement. Et il n'y a aucun totalitarisme qui a été je dirais, anéanti militairement, je dirais, sans qu'une opération aille à son terme, et encore moins qu'il y ait une paix durable à l'issue d'une négociation autour d'une table avec des petits fours, etc. Enfin, ça, c'est une vue de l'esprit. C'est vraiment méconnaître la réalité du régime iranien. Le deuxième point, c'est la quête de la martyrologie dans la doctrine iranienne. Il suffit de voir comment cette histoire de Gaza, qui n'est pas encore terminée, comment cette première phase post-7 octobre s'est déroulée. Le Hamas, bien que vaincu militairement, n'a jamais véritablement déposé les armes jusqu'au moment où il a été quasiment anéanti. Imaginez que cette structure mentale, que cette architecture idéologique est démultipliée lorsqu'il s'agit des gardiens de la Révolution. D'abord, ce sont des jusqu'au-boutistes et ce sont eux qui, aujourd'hui, détiennent le pouvoir réel. D'un mot pour conclure, lorsque le premier jour de la guerre, américains et israéliens éliminent le guide suprême. En soi, c'est une bonne chose dans une logique, je dirais, militaire de décapiter un régime. Il se trouve que le régime iranien n'est pas un régime hyper présidentialisé dont le pouvoir se situe uniquement à ce niveau. C'est un système. Or, ce qui fait système est toujours difficile à déloger parce que là, vous avez non pas une personne à éliminer et vous réglez le problème, comme dans d'autres cas dans l'histoire, mais véritablement plusieurs strates qu'il faudra traiter, je dirais, j'utilise exprès un terme militaire, à la fois, oui, les gardiens de la Révolution et l'ensemble de leur puissance au pluriel et de leur logistique, et naturellement les forces de mobilisation, les Basij, les services de renseignement qui se surveillent entre eux, et tous ces outils-là doivent être aussi conjugués dans une réflexion avec le point sur lequel excelle le régime iranien, c'est la guerre asymétrique et notamment la possibilité, à partir de là, de lancer des opérations terroristes. On commence à voir à bas bruit des choses se profiler, notamment en Europe. Il y a eu en Belgique et aux Pays-Bas des petits attentats, on appellera ça comme ça. Il y a eu hier un déséquilibré qui manifestement a été manipulé pour agir contre la communauté juive. Il y a eu une tentative contre la Bank of America à Paris. Donc ces petits signaux, qui sont pour l'instant des signaux faibles, peuvent très vite donner lieu à autre chose parce qu'encore une fois, le régime iranien est le champion du monde, toute catégorie confondue, dans le terrorisme international. Alors, ce qui va dans votre sens, c'est la prise de parole par télévision d'État interposée de Mojtaba Khamenei, le guide suprême, qui a choisi ce contexte ultra tendu où Trump se prépare à repartir en guerre, où une simple mèche peut renflammer toute la région, pour préférer cette menace. Écoutez. 2 mois après le plus grand déploiement militaire et l'agression menée par les tyrans de ce monde dans la région, et après la défaite honteuse des États-Unis, un nouveau chapitre s'ouvre pour le Golfe et le détroit d'Ormuz. Xavier, quand le guide suprême dit « Les Américains ont subi une défaite honteuse, un nouveau chapitre s'ouvre », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la guerre n'est pas finie. Ça veut dire que l'affrontement, au sens large, continue. Alors, on est dans un cessez-le-feu, on en parlait tout à l'heure, mais en revanche, pour les Iraniens, à la limite, j'allais dire, ça ne fait que commencer. Parce qu'ils se sont aperçus, peut-être qu'ils en ont eu un peu la surprise d'ailleurs, qu'ils pouvaient résister aux Américains, que ces campagnes de bombardement sont finalement relativement inefficaces pour les toucher. Alors évidemment, il y a 3 à 4 000 morts, mais on peut aussi dire que le régime a tué beaucoup plus de ses citoyens que ne l'ont fait les Américains.
et que donc, dans leur position de citadelle assiégée, ils peuvent tenir, ils peuvent continuer à espérer avoir un jour la bombe nucléaire pour faire trembler Israël, et que finalement les Américains ont peu de solutions pour venir à bout du régime, de ses volontés, et que ce blocus, en fait, ils vont passer des mois extrêmement douloureux, mais ils en ont l'habitude. Faut quand même savoir qu'ils sont sous sanction depuis des dizaines d'années, hein. Donc les pénuries, les disettes, ils ont l'habitude. Puis en fait, c'est le peuple qui souffre un peu, les gardiens de la révolution. Ils vont trouver des solutions. On a même l'impression que quelque part ils attendraient à ce que les Donald Trump rompent le cessez-le-feu, repassent à l'offensive pour pouvoir eux aussi s'exprimer. Et par exemple, il y a un endroit, moi à mon avis, où ils pourraient préparer des surprises extrêmement désagréables aux Américains, c'est le détroit d'Ormuz. Si jamais les Américains s'avisaient de vouloir le reprendre de vive force, là ils essaieraient de s'en prendre à des soldats américains, à des bâtiments américains. J'ai déjà développé sur ce plateau plusieurs fois le risque qu'on voit un jour un pétrolier iranien forcer le blocus, avec à l'intérieur non pas l'équipage régulier, mais une équipe des gardiens de la Révolution, sommairement armée, Kalachnikov, Manpad, lance-roquettes. Ils pourraient assez facilement détruire, par exemple, des hélicoptères américains. L'Iran annonce également avoir saisi du matériel américain tombé pour frapper en Iran sans avoir explosé, notamment la méga-bombe GBU-57, une arme américaine anti-bunker redoutable. L'Iran a saisi du matériel militaire américain intact, récupérant plus de 15 munitions de précision américaine non explosées. Selon ces rapports, le matériel militaire saisi a désormais été transféré à des unités spécialisées en vue d'une analyse détaillée. Parmi ces munitions figure la bombe GBU-57, la bombe anti-bunker la plus puissante des États-Unis. L'accès à sa structure, à ses systèmes de guidage et à ses mécanismes de pénétration devrait renforcer considérablement les capacités défensives et offensives de l'Iran. Partons en Iran retrouver Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI, en direct de Téhéran. Bonsoir Siavosh. Les gardiens de la révolution préviennent les États-Unis. Une attaque américaine ne resterait pas sans réponse. Oui, tout d'abord, je voudrais apporter quelques précisions. Il n'y a aucune disette, la population n'est pas sous la pression, affamée, comme on l'entend très souvent sur les plateaux. Oui, les gardiens de la Révolution ont prévenu que si jamais les Américains, et pas seulement les gardiens de la Révolution, l'ensemble du pouvoir a prévenu que si jamais il y avait une attaque contre l'Iran, il y aura une riposte très dure de la part de l'Iran, non seulement contre les intérêts américains, mais aussi contre toutes les installations pétrolières, gazières ou pétrochimiques des monarchies arabes du Golfe Persique qui ont participé directement à la guerre contre l'Iran en laissant leur territoire et leur ciel être utilisés par les Américains, mais aussi en livrant aux Américains des missiles pour frapper l'Iran. Donc il y aura une riposte très directe contre à la fois les monarchies arabes du Golfe Persique, mais aussi contre les bâtiments de guerre américains. Le commandant en chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution a publié un tweet en affirmant que s'adressant directement aux Américains que ils ont vu ce que l'Iran a fait aux bases américaines dans la région, puisqu'on sait qu'une douzaine de bases américaines ont été directement touchées et ne sont plus opérationnelles. Il a affirmé que les navires de guerre américains subiront le même sort. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui dirige la délégation iranienne aux négociations avec les Américains, a aussi affirmé que comme en 1622, l'Iran avait expulsé les colonisateurs européens du Golfe Persique. Cette fois, l'Iran va expulser les Américains de la région et qu'il y aura donc une région sécurisée sous contrôle de l'Iran. C'est des positions très dures de la part de Téhéran si jamais les États-Unis décident d'intervenir de nouveau contre l'Iran.
Merci Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI en direct de Téhéran. On comprend bien que le régime n'est pas prêt de céder. Général Delors, on a vu le message à la télévision d'État où le régime nous explique qu'il peut se servir d'armes américaines tombées en Iran pour riposter. Quelle est leur capacité justement de riposte face à Trump ? Bon, leur capacité, c'est toujours la même chose, c'est les balistiques, c'est les missiles balistiques. Ça, évidemment, ils en ont beaucoup plus qu'on ne pensait, ce qui montre que le danger était plus que réel. Et alors, leurs drones, qui sont nombreux, qui ne sont pas extraordinaires, mais qui sont nombreux et qu'il faut abattre quand même, parce que les canards sont nombreux. Et puis, il y a quelques missiles de croisière. C'est ça, principalement. À cela s'ajoutent les capacités de nuisance contre tous les navires marchands qui sont plus ou moins à l'ancre dans le golfe arabo-persique. Alors ça, c'est vrai qu'il y a d'un tel manque qu'en toucher quelques-uns, ça paraît possible, avec évidemment le danger d'avoir une ou plusieurs marées noires simultanément. Il y a aussi évidemment les objectifs qu'ils choisissent. Bon, Israël, finalement, ils tirent moins sur Israël que sur les pays arabes. Donc, d'abord parce que les Israéliens, ils se défendent mieux, et que les pays arabes ont plus d'installations, c'est plus grand, ils sont plus étalés, et c'est plus difficile à défendre. Ils se méfiaient de l'Iran, parce que s'ils ont eu tous ces traités avec les Américains principalement, mais aussi avec d'autres nations, dont la France, c'est bien qu'ils se méfiaient de l'Iran. Donc, l'Iran était manifestement la menace depuis des dizaines d'années. Donc, c'est pas une grande surprise. Le problème pour les pays arabes, c'est que maintenant que le dossier est ouvert, il conviendrait de le fermer, parce que si c'est un échec et que le pouvoir Pasdaran reste en place sur la population iranienne, l'affaire va reprendre, parce que comme vous l'expliquez fort bien, c'est les fanatiques, on n'arrive jamais à discuter avec eux, ça se saurait. Et donc, à chaque fois on a eu affaire à des fanatiques, il a fallu trouver des solutions extrêmes. Les solutions extrêmes, je les rappelle, c'est la reddition sans condition. Alors, ça a été effectué contre les nazis, ça a été effectué contre le Japon aussi. Mais à quel prix ? On se souvient du prix. Ça, c'était l'action de la mer contre la terre, mais avec des coûts immenses, évidemment, que personne ne souhaite voir revenir. Donc, on est devant cette difficulté, mais qui est dogmatique, c'est que comment on fait pour discuter avec quelqu'un qui refuse la discussion ? Ce n'est pas possible. Et on a le sentiment que le régime iranien n'est pas capable de négocier, mais c'est sur le fond qu'ils sont inébranlables. On a le sentiment que le régime iranien veut précipiter le président américain de nouveau dans cette guerre. Le CENTCOM, qui se prépare et présente ce soir à Donald Trump un plan d'attaque pour porter le coup fatal à l'Iran. Xavier Titelman nous a rejoint. Bonsoir Xavier Titelman, ex-aviateur, aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Selon vous, des frappes courtes et puissantes, c'est le plan proposé par le CENTCOM, ça voudrait dire quoi concrètement ? Alors, en termes matériels, ça veut dire potentiellement des bombes qu'on n'a pas encore vues, des bombes beaucoup plus lourdes, celles qu'avaient utilisées par exemple au mois de juin dernier pour attaquer les centres qui étaient profondément enterrés. On parle également d'armes hypersoniques, mais en réalité, la question c'est plutôt qu'est-ce qu'on va viser ? Décapiter le pouvoir, on l'a vu, ça ne servait pas à grand-chose. Certes, c'est bien d'avoir des chefs en moins, mais en réalité, le pouvoir iranien, c'est un petit peu comme un oignon. Vous avez beau retirer des couches, il y a toujours des couches en dessous. Et on sait très bien qu'ils sont habitués à travailler pour survivre sans état-major, sans direction, sans coordination, avec une décentralisation du pouvoir pour pouvoir continuer à imposer ce pouvoir dans les différentes régions. Donc militairement, technologiquement, les Américains peuvent recommencer les bombardements probablement pour des semaines et des semaines. Ils peuvent utiliser des armes qui seront peut-être plus des armes, j'ai envie de dire marketing, qui montreront à la Chine qu'il y a d'autres technologies, qu'ils ont d'autres capacités, mais je vois pas en quoi ça accélérerait la fin de ce régime. La fin de ce régime, elle sera plutôt économique. Et dans ce cadre-là, est-ce que les Américains vont se contenter de continuer le blocus, ou est-ce qu'ils vont passer sur une phase qui serait, à mon avis, illégitime et illégale, en s'en prenant aux infrastructures pétrolières et de la vie quotidienne des Iraniens ? Eh bien justement, Xavier Titelman, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur le terrain des armes. Restez bien avec nous, car le Pentagone réclame ce soir une arme d'une portée supérieure dont on va parler avec vous, Xavier de Giacomoni, écran devant le grand écran, pour vous montrer cette arme
qui est présentée comme une arme redoutable par le CENTCOM, et vous expliquez comment elle fonctionne. Il s'agit du planeur hypersonique Dark Eagle, un aigle noir qui déchire le ciel, dont la portée peut dépasser, nous dit-on, les 3000 km. Xavier, quelles sont précisément ses caractéristiques? Alors on va regarder cette image, c'est le décollage de Dark Eagle. Si on peut remettre l'image d'avant, c'est quand même assez important pour bien comprendre. Nous sommes à Cap Canaveral et c'est pas du tout un hasard si nous sommes en Floride sur ce site de lancement, parce qu'en fait c'est une fusée qui décolle. Regardez, on pourrait avoir l'impression que c'est une fusée classique. En fait, c'est un missile hypersonique, vous l'avez dit, Dark Eagle, l'aigle sombre. C'était en décembre dernier, le premier test réellement réussi pour ce missile. Alors ce missile, la fiche d'identité, on va la voir, Mach 5 fois la vitesse du son, je traduis, 6000 km/h. Il peut frapper à près de 3000 km, soit plus qu'un missile Tomahawk qui, lui, est limité à 2500 km. 7 tonnes, 15 millions de dollars, encore une arme extrêmement chère. Les Américains raffolent de toutes ces armes qui sont très souvent des prototypes qui leur permettent de tester plein de solutions. C'est pas forcément construit en grande série, mais ils en développent beaucoup. Alors, cette arme redoutable donc, quoique, donc on l'a compris, encore expérimentale, le CENTCOM, le commandement américain pour le Proche-Orient, a demandé à pouvoir l'utiliser en Iran. Les militaires américains expliquent que les Iraniens ont déplacé leurs lanceurs dans le nord et l'est du pays, où ils sont de plus en plus difficiles à atteindre avec les moyens dont ils disposent. Alors, le Dark Eagle, il a une grande particularité qu'on va voir comparé à un Tomahawk, comparé à un missile balistique classique. Vous voyez, ça c'est le missile balistique classique. Il monte, il fait une ellipse, il retombe, une trajectoire totalement prévisible. Généralement, les meilleurs systèmes détectent le décollage, l'abattent dans sa phase de montée. Il est assez facile de s'en prémunir. Oui, donc on peut l'intercepter, c'est ça. On peut l'intercepter, voilà. Ça, c'est très, très important. On voit missile hypersonique Dark Eagle. Il monte comme une fusée, l'image qu'on a vue tout à l'heure à Cap Canaveral. Et là, il y a une séparation, il devient un planeur et il prend une trajectoire totalement aléatoire avant de toucher sa cible. C'est ça qui intéresse les militaires américains pour contrer l'Iran. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on pourrait déployer la version terrestre qui est quasiment aboutie, mais dans quel pays ? Quel pays du Golfe accepterait aujourd'hui d'accueillir une telle arme pour frapper son voisin? Autre solution, l'embarquer. Alors là, on voit la carte du Golfe avec sa portée. On voit que la portée est quand même assez intéressante puisqu'elle couvre tout l'Iran et notamment ce dont je vous parlais tout à l'heure, la ville de Mashhad qui est ici. Là, il y a des sites stratégiques qui aimeraient bien pouvoir toucher assez facilement les Américains. Donc là, c'est la portée de l'hypersonique potentiellement. Voilà, 2750 km. Ceci dit, les F-35 ou les F-18 qui décollent des porte-avions peuvent aussi y aller avec du ravitaillement en vol, avec quand même une grosse difficulté, c'est que souvent le ravitaillement en vol est obligatoire au-dessus de l'Iran, et ça pose quand même des petits problèmes de sécurité. Il reste des défenses aériennes en Iran. Alors je vous disais que la version terrestre, il faudrait l'installer aux Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite. A priori, aucun de ces pays n'accepterait d'avoir ce genre d'engin des Américains sur son sol avec les représailles que ça pourrait engendrer. Alors, il y a une version marine, mais qui n'est pas tout à fait au point. Elle va équiper des sous-marins de la classe Virginia. Ça, on n'a pas l'information précise, mais on sait que là, il y en a quelques-uns. Elle équipera aussi des destroyers Zumwalt. Le nom, je ne sais pas d'où il vient, qui n'est pas facile à prononcer, mais ils ne sont pas présents en mer d'Arabie. Ce sont des destroyers qui sont prévus pour protéger Taïwan. Donc, pas possible pour des navires, extrêmement délicats depuis le Golfe. C'est pas certain du tout que nous voyons cette arme, pour le moment, frapper l'Iran. Merci Xavier, c'est extrêmement clair. Alors je me tourne vers l'aviateur militaire, un autre Xavier Titelman. Même si j'ai déjà une idée de votre réponse, Xavier, est-ce que cette arme peut faire la différence sur le terrain? Pourquoi le CENTCOM la réclame? Alors, effectivement, je pense que c'est une démonstration de force, et aussi parce que pour l'instant, c'est plutôt l'armée de l'air qui est mise en valeur. Là, on parle d'une arme qui est plutôt orientée sur l'armée de terre, donc c'est pour ça que ça permet aux autres armées de démontrer aussi leur puissance. C'est une démonstration de force, et finalement, que ce missile soit balistique traditionnel ou un planeur hypersonique, ça change pas réellement grand-chose, puisque l'Iran est incapable d'intercepter ce type de missile. Ils n'ont pas de défense aérienne de théâtre qui soit capable de faire face à ce type de système. Le gros avantage, Xavier vient d'expliquer, c'est que, vu sa vitesse, alors, encore une fois, on ne connaît pas exactement les performances de cet équipement.
est-ce qu'il a une tête pénétrante? Vous vous souvenez quand les Américains avaient lancé la bombe B-61, la très grosse bombe qui fait 12 tonnes, qui permettait de rentrer en profondeur dans le sol. Cette bombe, elle n'a pas de propulsion. C'est juste en tombant à la verticale, par son propre poids, elle va s'enfoncer parfois plusieurs dizaines de mètres dans la roche, elle va détonner en dessous. Si cette arme américaine, quand elle arrive à 5000 km/h dans le sol, là, potentiellement, elle pourrait s'enfoncer encore plus profondément dans la profondeur. Encore une fois, je ne connais pas ces performances techniques parce qu'elles sont secrètes, mais ça permettrait de taper encore plus profondément dans des infrastructures qui ne peuvent pas être touchées avec les armes traditionnelles. Vraiment, c'est la seule chose que je puisse imaginer, parce qu'après, les centres de décision, je pense qu'ils ont tous été détruits, donc peut-être des installations nucléaires très profondément remplies, ou alors, on le sait, 60% des stocks de missiles iraniens sont toujours intacts et enterrés, protégés, et donc potentiellement aussi, c'est pour réduire le potentiel iranien de lancer des missiles, si par malheur les Américains voulaient relancer les offensives. Merci beaucoup Xavier Titelman d'avoir pris le temps de nous répondre. Xavier Titelman est toujours occupé, donc il est entre deux rendez-vous. Merci, ex-aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Merci beaucoup Xavier. Vous voulez réagir encore Xavier, allez-y. Oui, les Américains ont beaucoup d'autres armes. On pensait, là, Xavier Titelman nous parlait des possibilités de pénétration profondément dans le sol. On a parlé beaucoup en juin dernier des GBU-57 portés par les B-2, dont soi-disant les Iraniens ont récupéré un exemplaire, ce qui paraît tout à fait inimaginable en fait. Mais ces bombes-là sont extrêmement performantes pour aller très loin dans le sol et très adaptées à cibler les sites nucléaires, comme ça a été fait à Natanz, Fordo et Ispahan. Guillaume Roquette. Oui, en écoutant décrire ces armements, je pensais à Vladimir Poutine, parce que lui aussi régulièrement, il dit ça y est, j'ai l'arme fatale qui va permettre de renverser le conflit en Ukraine. Et chez les Russes, c'est plutôt en fait un aveu d'impuissance. C'est-à-dire que on l'a dit sur ce plateau, les Américains n'ont pas lésiné sur les frappes aériennes. Alors effectivement, s'ils peuvent toucher, comme le disait Xavier Titelman, un actif stratégique, Trump pourrait s'en flatter, mais on ne voit pas en quoi est-ce que ça amènerait les Iraniens à négocier. Et en fait, toute cette logique escalatoire, toute cette fébrilité de Donald Trump, c'est peut-être d'abord un aveu d'échec, parce que le président américain, en réalité, ne sait pas comment changer la donne de ce conflit. Mohamed Sifawi. Je trouve ça assez puéril, parce que vous imaginez à l'instant si... après, y compris une reprise des hostilités, le régime iranien est toujours là. Qu'est-ce qu'il racontera dans son narratif? Que les États-Unis et Israël ont mobilisé tout leur armement, tout leur arsenal, y compris leurs bombes et leurs missiles les plus sophistiqués, et nous sommes là. C'est-à-dire que stratégiquement... Une divine victoire. Est-ce qu'on peut anéantir un régime iranien avec des frappes? Mais je pense que la guerre, déjà... La mauvaise, je ne suis pas général, je ne suis pas militaire, mais d'expérience un petit peu, ce type de guerre ne peut pas être réglé quand vous annoncez sa durée en amont. C'est pas possible. Vous pouvez pas dire au bout de 4 semaines je vais régler le problème ou au bout d'une semaine. C'est une guerre qui doit s'installer dans la durée et que ça prenne le temps que ça prendra. C'est un régime totalitaire qui est là depuis maintenant près d'un demi-siècle. Je pense qu'il était temps effectivement de le déloger, mais pour bien le déloger et non pas le crédibiliser davantage, il faut se donner à la fois les moyens politiques, diplomatiques et militaires pour le faire déménager et faire en sorte à ce que l'Iran se reconstruise sur de nouvelles bases. De toute façon, aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un précédent qui a été créé, il y a une guerre. Il n'y a pas 10 000 choix. Soit les Américains et Israéliens poursuivent la guerre et font tomber le régime iranien et le font plier, soit ils ont perdu. Et s'ils ont perdu, c'est l'islam politique qui a gagné partout. Parce que je vous rappelle que la dynamique islamiste a été engendrée en 1979 après la révolution islamique. Et là, croyez-le, ce sont les mouvements islamistes aujourd'hui affaiblis qui verront, je dirais, revigorés. Donc je trouve tout ça assez puéril, y compris de la part de tous les Occidentaux, de ne pas avoir cette capacité de voir l'enjeu stratégique qu'il y a derrière tout ça.
Samantha de Bender. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai été et je reste très dubitative sur la façon dont cette guerre a été commencée. Je crois que tout le monde est d'accord autour de ce plateau pour se dire que ce régime à Téhéran est un régime totalitaire qui menace non seulement la région, mais qui menace le monde via ses proxys. Et sa population. Et sa population, bien sûr. Que le moment d'agir aurait peut-être été justement en janvier 2026, alors que la population est en train de se faire massacrer par son régime. Mais imaginez que l'on peut changer un régime par le ciel sans avoir une opposition armée sur le terrain. Un régime ne tombe pas s'il n'y a pas à l'intérieur du pays une population qui a le monopole de la violence. Le régime tient aujourd'hui parce qu'il a le monopole de la violence. Il l'a encore plus aujourd'hui qu'il ne l'avait en février. Et quant à la durée de cette guerre, je regrette que Xavier soit plus avec nous parce qu'il nous appelait justement d'Ukraine, où cette guerre qui devait durer 3 jours est entrée dans sa 5e année, parce que l'on voit aussi aujourd'hui les guerres sont asymétriques. Et je ne compare aucunement les Ukrainiens aux Iraniens, mais ce que je veux dire, c'est qu'un grand pays très fortement armé qui s'attaque à une population ou en tout cas à un pays qui ne voudra pas céder, eh bien, ce sera extrêmement compliqué de mener cette guerre à bout sans utiliser des moyens qui sont aujourd'hui inacceptables. C'est pour ça qu'il faut trouver, et là aussi, les États-Unis ne vont pas y arriver tout seuls. Et si au début, les Européens, et on peut le comprendre, ne voulaient pas être alliés à cette guerre, nous y sommes presque obligés aujourd'hui parce que notre survie économique en dépend. Et il faudra aussi essayer de convaincre notre allié de peut-être écouter ceux qui ont un peu plus d'expérience pour pouvoir trouver un moyen de réfléchir à comment venir à bout de ce régime. Parce que tant qu'il sera en place, eh bien, le détroit d'Ormuz ne sera plus jamais libre tant que les gardiens de la révolution pourront le contrôler. Puisque vous évoquiez la guerre en Ukraine, ce qui a aussi retenu notre attention dans les déclarations de Donald Trump à la Maison-Blanche face à la presse, c'est ce passage sur la durée de la guerre. Écoutez. On va écouter Donald Trump, c'était hier soir à la Maison-Blanche face à la presse, et on lui pose la question sur la durée de la guerre. Écoutez sa réponse. Pensez-vous que la guerre en Iran prendra fin avant celle en Ukraine ? Nous avons surtout parlé de la guerre en Ukraine. Poutine aimerait m'aider, mais je lui ai dit, avant de m'aider, je veux que vous mettiez fin à votre guerre. Nous avons donc eu une bonne discussion. Je le connais depuis longtemps, je pense qu'il était prêt à conclure un accord il y a quelque temps, mais je pense que certaines personnes lui ont compliqué la tâche. Nous avons surtout parlé de l'Ukraine. Selon vous, quelle guerre prendra fin en premier ? C'est une question intéressante venant de vous. Quelle guerre prendra fin en premier ? Je ne sais pas. Peut-être ont-elles un calendrier similaire ? La guerre Iran-États-Unis pourrait durer autant que la guerre en Ukraine, c'est-à-dire plus de 4 ans. Guillaume Roquette, est-ce que le monde pourrait le supporter quand on voit les conséquences déjà sur la planète entière ? Vous posez la bonne question, c'est-à-dire que l'impact économique de ce conflit est autrement plus important que celui de la guerre qui fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que en frappant cette région du Golfe, et parce que c'est une guerre qui est régionale en fait, c'est une autre différence avec l'Ukraine, c'est que les pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar sont aussi concernés. On frappe le centre névralgique de l'énergie mondiale. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres de la croissance en France, mais c'est nul. Voilà, c'est pas très brillant. Alors, c'est pas encore un impact direct de la guerre parce que il faut 2-3 mois avant que ça. Mais c'est parce que il y a des anticipations qui sont négatives de la part des agents économiques, même si effectivement il y a un impact sur quelques secteurs comme le transport aérien ou les pêcheurs qui sont largement dépendants du pétrole. Mais il y a une espèce de mécanique qui peut se mettre en route, effectivement, avec un pessimisme. Et on sait que la confiance, c'est le moteur essentiel d'une économie moderne. Donc, oui, une guerre longue, ça aurait des conséquences très graves pour l'économie mondiale. Général Delors. Alors, si ce conflit dure, puisqu'on étudie cette hypothèse, je pense qu'il va y avoir plus d'interaction entre les deux conflits, Iran, États-Unis et Israël, et d'autre part entre l'Ukraine et la Russie.
et sans doute pas, ça ne sera pas au bénéfice de l'Ukraine. Parce que si jamais on rentre dans une période de pénurie, parce qu'il y aurait des installations encore détruites dans le Golfe, parce qu'avec la durée du conflit, il y aura la tentation d'un certain nombre de gouvernants de demander que le robinet du pétrole et du gaz russe soit rouvert progressivement, de façon à, si j'ose dire, atténuer les effets néfastes d'un conflit qui se prolongerait. Et donc là, on aurait justement un effet qui serait néfaste pour l'Ukraine, puisqu'elle se retrouverait avec une Russie qui bénéficierait d'une autre vision du monde. C'est-à-dire que finalement, il serait peut-être amené à être vu comme étant celui qui empêche un retour à la normale. Donc il y aurait une dégradation de la vision que l'on a dans le soutien à l'Ukraine. Si la guerre continuerait à se développer dans le Golfe arabo-persique, et ça serait, je pense, quelque chose parce qu'évidemment, vous savez, les États ont surtout des intérêts, et les populations, elles réclament surtout d'avoir du pétrole pas trop cher à la pompe. Une fois qu'on a dit ça, allez parler de l'Ukraine, allez parler de l'Iran, les gens s'en foutent un peu. C'est un pétrole qui soit acceptable. Oui, quand on voit le prix du baril de Brent, qui est la référence mondiale, qui dépasse les $113, avec un pic à 125 ce matin. Ce sera peut-être à 150 dans 2 mois si on est dans une situation qui s'aggrave encore au Moyen-Orient. Oui. À ce moment-là, les gens vont vous dire, téléphonez à Poutine pour qu'il ouvre un peu les robinets, ou acceptons de ce qu'il nous propose, parce que lui va nous le proposer aussi. Donc on va se retrouver devant des conflits d'intérêts qui seront pas forcément au profit de la morale. Les États-Unis aussi risquent de sortir avec énormément de soucis de cette guerre, parce que d'abord, dans le Golfe, tous leurs alliés se demandent pourquoi ils ont dépensé des milliards et des milliards de dollars pour être protégés, alors que, on l'a vu, ils ne l'ont pas été sur des infrastructures vitales. Et puis, les Européens voient bien quand même, on le touche du doigt déjà, le fait que l'énergie évidemment a augmenté, mais qu'est-ce que font les gens? Ils ne consomment plus. Et quand on arrive à cette consommation, le fait de ne plus avoir de croissance, avoir une croissance nulle, c'est bien parce que les gens ne consomment plus. Et ils consomment plus parce qu'ils se rendent compte que cette guerre peut durer et que la priorité, c'est quand même de pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture pour aller travailler. Donc les Américains risquent de perdre une partie de leurs alliés dans le Golfe, mais aussi en Europe, où on a déjà vu depuis l'arrivée au pouvoir de Trump qu'on prend ses distances parce que ce n'est plus l'Amérique qu'on a connue, ce n'est plus l'Amérique qui éventuellement protège, qui est véritablement un allié, et à terme, ça risque de peser très très lourd sur Washington. C'est vrai, mais ça toucherait plus les alliés que les États-Unis eux-mêmes, parce que eux sont les premiers producteurs mondiaux. Moyen, long. Oui, non, mais sur le pétrole, oui. D'ailleurs, on voit bien, puisqu'il y a une croissance. Alors là, pour le coup, exponentielle. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que Trump est égoïste. Mais à moyen, long terme, pour les États-Unis, perdre ses alliés, c'est une perte qui est considérable. C'est vrai. Même si malheureusement, on l'a vu vis-à-vis des alliés européens, Trump les ménage pas beaucoup. Juste un mot, parce que l'impact sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, effectivement, comme le disait le général, il y a la tentation de faire rouvrir les exportations de gaz russe. Il y a aussi l'aide européenne. Vous avez vu qu'avec le changement de régime en Hongrie, il y a un plan. Alors théoriquement, c'est un prêt, mais enfin voilà, c'est un prêt assez hypothétique de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, voté par l'Union européenne. Comment vont réagir les citoyens européens, les partis populistes européens, si on arrive dans une crise? Ils vont dire attendez, la priorité, c'est pas donner de l'argent à l'Ukraine, c'est de relancer nos économies. Eh bien justement, Vladimir Poutine a mis en garde Donald Trump contre les conséquences dommageables d'une nouvelle action militaire. Peut-être en vain, partons en Russie retrouver notre correspondant Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme. Le président russe a même proposé son aide pour extraire l'uranium enrichi enfoui en Iran, si cher au président américain. Bonjour à tous. Alors le Kremlin n'a pas précisé les détails de la conversation portant sur le Moyen-Orient, mais Donald Trump a laissé entendre que Vladimir Poutine propose son aide pour régler la question de l'uranium. Alors il est très probable que le président russe réitère une proposition déjà formulée il y a 2 semaines, c'est-à-dire de transférer l'uranium enrichi qui se trouve en Iran vers le territoire russe. C'est une manière de couper, de neutraliser le casus belli américain. Donald Trump a maintes fois répété qu'il ne laissera jamais l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Et puis c'est une proposition qui s'inspire en partie
de l'accord cadre de 2015 qui prévoyait le transfert d'une partie de l'uranium enrichi depuis l'Iran vers la Russie. Donald Trump, a priori, a décliné, mais on voit avec ce coup de fil, avec cette proposition répétée, on voit que Vladimir Poutine poursuit son offensive diplomatique. C'est sur ce terrain-là, pense-t-il, qu'il peut jouer un rôle crucial pour sauver le régime iranien, qui est non pas un allié, mais un partenaire stratégique pour Moscou. Je vous rappelle qu'il y a 3 jours, Vladimir Poutine a reçu ici, en Russie, à Saint-Pétersbourg, le ministre des Affaires étrangères iranien. Il est certain que cette question de l'uranium a été abordée. Merci Jérôme Garraud, correspondant TF1 LCI en Russie. Le régime iranien, Mohamed Sifawi, ne cédera jamais sur le nucléaire. Il ne cédera jamais sur le nucléaire et il ne cédera jamais sur le fait qu'il veuille rester sur place. Il ne se laissera pas dégommer facilement. Et je crois que la cible principale doit être nécessairement les gardiens de la Révolution, parce que justement, en l'absence d'un véritable guide suprême, ils ont en réalité pris le pouvoir réel, et c'est eux, et principalement eux, avec d'autres factions et d'autres strates du régime qui dirigent, mais ils ont quand même la haute main sur notamment les missiles balistiques et les missiles balistiques et les milices comme le Hezbollah notamment. Donc il faut absolument les renvoyer à l'âge de pierre, si j'ose dire. Un mot. Chose étonnante, c'est que très peu de temps après sa conversation avec Vladimir Poutine, Donald Trump annonçait sur Truth Social qu'il envisageait de retirer une partie de ses troupes d'Allemagne. On voit chaque fois, là, avec M. Araghchi, il y avait le vice-ministre de la Défense, il y avait des gens du renseignement iranien qui ont rencontré M. Kostyukov, le chef du groupe, le renseignement militaire iranien. Pas un mot de Donald Trump pour critiquer ce que fait Poutine. Par contre, allez hop, on va enlever des troupes américaines de l'Allemagne. Donc là, malgré le soutien russe à l'Iran, Trump continue à insulter ses alliés. On continue sur LCI de vous faire vivre ce point de bascule ce soir. Trump se voit présenter un plan d'attaque contre l'Iran. Le grand dossier s'écoute aussi en podcast sur toutes vos plateformes.